Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre que j'ai lu. Il s'agit du livre Noki de Corinne Mayer. Là, je ne sais pas si le livre est bien, enfin, si peut-être l'image sera renversée, mais le titre c'est No Kid. 40 raisons de ne pas avoir d'enfant. Dernièrement, dans une vidéo, je te parlais de mon histoire personnelle, le fait que moi-même j'ai 2 enfants et la réalité dont j'ai été confrontée une fois que j'ai eu mon deuxième enfant. Alors, Corinne Mayer, pour sa biographie, elle aussi, elle est maman de 2 enfants. Elle a eu 2 enfants et elle est psychothérapeute. D'après ce que j'ai un peu lu sur Internet, et elle cite effectivement 40 raisons de ne pas avoir d'enfants. Alors, lorsque j'ai vu le livre, du moins lorsque je l'ai découvert, le titre m'a interpellée et j'avoue que j'ai été très excitée de le lire parce que je me disais, ah, ouais, j'aimerais bien savoir quelles sont ces 40 raisons-là de ne pas avoir d'enfant. Parce que, je veux dire, avons-nous besoin de plus d'une raison pour ne pas avoir d'enfant? Je veux dire, le non-désir d'enfant suffit pour ne pas avoir d'enfant. Mais bon, ça, c'est mon analyse personnelle qui va venir après, à la fin de cette vidéo, du moins dans la deuxième partie de cette vidéo. La première partie, je vais juste te présenter le livre et te citer les 40 raisons qui, pour elle, d'après elle, sont des raisons pour ne pas avoir d'enfant. Justement, comme la première raison, elle parle du désir d'enfant qui est comme une aspiration tarte d'après elle. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon, je vais pas te lister toutes les 40 raisons parce que ça serait vraiment spoil le livre. Mais, en fait, l'idée de cette vidéo a été tout préparée, c'était tout fait. Mais une fois que je m'assois ici et que je vais en parler, je me rends compte combien c'est fade. Ouais, je dois le dire comme ça. Parce que moi aussi, je pourrais vraiment citer 40 raisons de ne pas avoir d'enfant, mais du point de vue de l'enfant. Du point de vue de l'enfant que je suis, bon, parce que j'ai certes des enfants, mais je suis aussi l'enfant de quelqu'un, tu vois. Ce truc-là, c'est de quoi je veux parler. Donc moi, en tant qu'enfant, je pourrais effectivement citer 40 raisons de ne pas m'avoir. Et même en tant que parent, je pourrais citer 40 raisons de ne pas avoir d'enfant pour le bien de mon enfant. Mais ce livre est vraiment beaucoup plus pour les personnes qui ont quelque chose contre les enfants. Mais vraiment, contre les enfants eux-mêmes, pas ce qui vient avec. Certaines de ces raisons le sont aussi. Je veux dire, l'une des raisons pour elle de ne pas avoir d'enfants, c'est d'ailleurs la deuxième raison, c'est le fait que l'accouchement soit une torture. Chose dont je la rejoins, pour une personne comme moi qui n'ait pas de bons souvenirs par rapport à l'accouchement, je pourrais vraiment comprendre lorsqu'une personne dit qu'elle ne veut pas d'enfant, elle préfère en adopter parce que le processus pour avoir l'enfant est difficile. Je veux dire, l'accouchement ne vient même qu'à la fin, c'est l'apothéose. La grossesse, en fait, pour moi, c'est un parcours assez difficile. Je n'ai pas du tout aimé être enceinte, que ce soit de mon premier enfant ou de mon deuxième. La grossesse est un processus qui ne me, je vais dire ça comment, qui ne me correspond pas. Je n'aime pas être enceinte et j'aurais peut-être arrêté d'être enceinte après la première expérience qui n'était pas bonne. Mais je me suis dit que la première n'était pas bonne, la deuxième serait peut-être la bonne. Et je me dis, les personnes qui, comme moi, n'aiment pas la grossesse, mais qui se retrouvent à faire 4-5 enfants, je me dis qu'elles sont dans cette logique-là que, bon, peut-être la prochaine fois sera la bonne. Mais pour moi, en fait, la grossesse, c'est terrible. Et l'accouchement fait le mal. Oui. Et vraiment, l'accouchement, c'est une torture. Et je trouve bien que de nos jours, il existe plusieurs aides à l'accouchement, comme la péridurale, mais est-ce que ça aide vraiment? Donc, en fait, pour moi, je me dis, ça, c'est vraiment mon point de vue subjectif. La meilleure manière d'accoucher, c'est de faire une césarienne. C'est isolé à l'accouchement en lui-même, parce que l'après-césarienne est plutôt compliquée pour une maman. Parce que j'ai eu les deux. Mon premier accouchement était normal, la deuxième était une césarienne. Et aujourd'hui, je me dis, s'il fallait que je refasse, je choisirais la césarienne. Mais la césarienne a ses désavantages, comme je dis. La maladie après la césarienne, la blessure fait mal, c'est inconfortable, tu peux pas vraiment faire quelque chose, tu peux pas vraiment t'occuper du bébé. Et j'ai l'impression que, en tant qu'une personne qui a porté la grossesse pendant tout le temps, c'est un besoin de pouvoir s'occuper de ce bébé-là. Tu vois, c'est un peu comme si un tile du puzzle manquait, une partie du puzzle manquait. Si tu n'arrives pas à t'occuper du bébé que tu viens de mettre au monde, c'est un peu, pour moi, contre nature, quoi. C'est le plus gros désavantage de la césarienne pour moi, le fait que c'est pas pratique. L'autre raison que
Corinne Mayer cite, c'est le fait qu'on peut plus s'amuser avec un enfant. L'enfant est un frein à l'amusement. Je trouve ça aussi, c'est objectif, c'est normal, c'est un fait en fait, que la vie avec un enfant n'est plus comme avant. Mais pour moi, est-ce que c'est une raison pour ne pas avoir d'enfant? Je veux dire, la plupart des raisons qu'elle a citées dans le livre, ce sont des raisons qui, pour moi, ne sont pas assez pour ne pas avoir d'enfant parce que à quoi est-ce que tu t'attends si tu as déjà un désir d'enfant? Il est logique que certaines choses vont avec ce désir-là. Comme par exemple le fait de ne plus être spontané dans tes décisions. Tu peux plus te lever et sortir de chez toi comme si tu n'avais pas d'enfant une fois que tu as un bébé, par exemple. Il te faut planer certaines choses, programmer certaines choses. Donc, la spontanéité disparaît quand on a l'enfant. Et métro, boulot, marmot et tout ça, elle dit non, elle ne veut pas de cette routine-là. Et oui, ce n'est pas je dirais, c'est pas la quasi-totalité des personnes qui ont des enfants qui font cette routine-là. Même une personne qui n'a pas d'enfant se retrouve dans notre système socio-économique en train de faire métro, boulot, dodo. Tu vois, on est enfermé dans cette routine-là. Elle parle aussi de le fait que l'enfant fait qu'on se sépare de certains amis, ou du moins certains amis se séparent de nous, ou bien je sais pas, on se détache l'un à l'autre. On a tendance à ne plus se retrouver qu'avec des amis qui ont des enfants et les amis qui n'ont pas d'enfants sont en quelque sorte exclus du cercle d'amis des gens qui ont des enfants et blablabla. Et je me dis, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est plutôt tendance parce que quand tu as l'enfant, effectivement, il faut que cet enfant-là se socialise. Et s'il veut se socialiser, je veux dire ça comment? Ce n'est que logique de se socialiser avec d'autres enfants. Tu vas pas prendre ton enfant et aller en boîte de nuit, par exemple. Ce n'est pas un lieu favorable pour un enfant parce que l'enfant, lui, n'a aucun intérêt là-dedans. Il y a aussi l'enfant un tu-désir. Ça, c'est un point très important que je trouve qu'il faut vraiment presque toute une vidéo pour en parler. La mort du désir dans le couple avec l'arrivée d'un enfant. Ça commence même un peu plus tôt chez certaines personnes avec la grossesse. Pendant la grossesse, c'est difficile d'avoir une vie sexuelle encore en couple. Déjà, les 3 premiers mois de la grossesse, que la quasi-totalité des femmes est assez difficile. On le connaît. La phase des 12 semaines, la phase dans laquelle beaucoup, en fait, sont dans le secret. Beaucoup ne disent pas encore dans cette phase-là qu'elles sont enceintes. Il y a les nausées, tout ce qui va avec, les malaises. On a constamment la salive à la bouche et tout. Donc, en fait, on est dans un nouveau truc. Le désir n'est pas forcément la libido disparaît. Plus tard, chez certaines personnes, elles reviennent. Chez certaines femmes même, il y a augmentation de la libido. Chez certaines, non. Et ça se continue jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement même, tu n'es pas en mesure d'avoir des rapports sexuels. Non, pas parce que tu n'as pas le désir, mais parce que c'est pas pratique. Je veux dire, tu viens de pondre 2,7 kg de ton vagin, c'est ensanglanté, tu as laissé des blessures. Donc, de manière biologique même, ce n'est pas possible. On conseille 6 semaines. Je sais plus trop. On conseille d'attendre 6 semaines. Et même après les 6 semaines, là, c'est sous-estimé. Je trouve que dans le côté médical, c'est un peu comme une prescription, tu vois, après les 6 semaines. C'est un peu l'impression que j'ai dans la tête des hommes. Après les 6 semaines, ils se disent que tout roule, quoi. Tout va redevenir comme avant. Pourtant, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, je trouve que la mort du désir avec l'enfant, l'arrivée de l'enfant, et là, je ne parle pas de l'arrivée de l'enfant à l'accouchement, du moment où il y a déjà eu fécondation, c'est assez profond. Je trouve qu'on devrait vraiment en parler parce que c'est grave. Il y a même les couples qui se trouvent à se séparer parce qu'ils se disent qu'ils ne passent pas ensemble, mais c'est ce qui vient avec l'enfant. Donc, est-ce que c'est une raison pour moi de ne pas avoir d'enfant? Je dis oui. Je dis oui, pourquoi? Du moins, pour moi, c'est une raison de repousser avoir l'enfant le plus tard possible. Bon, avoir les enfants le plus tard possible, aussi, c'est des avantages, mais je trouve que il est important pour un couple qui veut vraiment se connaître, passer du temps ensemble, faire des choses ensemble, de remettre avoir des enfants le plus tard possible. Quand ils se sont vraiment connus, quand ils ont solidifié leur couple et tout. Et là,
avoir un enfant, pour moi, peut pas mal diminuer les chances de se séparer. Dans les couples qui résistent après l'arrivée d'un enfant, sont vraiment des couples qui soit communiquent vraiment, soit ils laissent cette période-là comme elle se doit se passer, comme elle devrait se passer, c'est-à-dire l'enfant est la priorité jusqu'à un certain moment. Donc, elle continue en disant le fait de choisir le kindergarten et tout ça, c'est difficile, c'est un casse-tête, la bureaucratie et tout, chose qui est aussi vraie. Dans certains pays, c'est extrêmement difficile de choisir le kindergarten ou bien d'avoir une place dans un kindergarten. Ça coûte aussi extrêmement cher. L'une des raisons, effectivement, même, de ne pas avoir d'enfant pour elle, c'est que l'enfant coûte cher. Et c'est vrai, l'enfant coûte cher en argent et en temps. Il faut investir. Bon, elle répète beaucoup de raisons qui, pour moi, en combinant avec, elle pourrait faire une seule raison. Et cette raison-là, qui, en fin de compte, serait de ne pas avoir d'enfant, c'est le fait que l'enfant demande de l'investissement, que ce soit matériel, immatériel, spirituel ou whatever. Et ça, pour moi, c'est effectivement un grund, une raison de ne pas avoir d'enfant. Parce que si on réfléchit, l'enfant qui vient au monde aujourd'hui est exposé à pas mal de choses. Et là, ça rejoint ce que je disais. Pour moi, personnellement, je pourrais citer même 50 raisons de ne pas avoir d'enfant pour le bien de l'enfant. Je veux dire, lorsque tu vois les réseaux sociaux aujourd'hui avec les enfants qui sont exposés sur les réseaux sociaux, que ce soit par leurs parents ou bien les enfants qui s'exposent eux-mêmes, les adolescents, tu prends peur, tu te dis, mais dans quel monde est-ce que mon enfant est venu? Moi, j'ai peur pour mes enfants. Rien que cette peur-là pour ces enfants est pour moi une raison, mais vraiment valable et légitime de ne pas avoir d'enfant. Donc, si je trouve quelqu'un, du moins, j'aime. Avant, je dois le dire sincèrement qu'avant, je ne comprenais pas lorsqu'une personne disait ne pas avoir un désir d'enfant. Pour moi, c'était tout simplement pas compréhensible. Je me disais, mais pourquoi en fait? Parce que j'ai toujours aimé les enfants depuis tout petite. J'adorais avoir les enfants. Je rêvais être maman et tout. Donc, mais en grandissant et après avoir été maman pour la première fois, j'ai en quelque sorte ouvert les yeux parce que pour moi, je me suis sentie confrontée au danger que l'enfant peut courir. Mais il y en a tellement. Rien que la peur que tu es enceinte, tu as la peur que ton enfant ait une malformation, que ce soit une malformation physique ou une malformation psychique, qu'il ait des problèmes psychologiques. Rien que cette peur-là te met dans un mood où, tu sais pas, tu as l'impression que ça va t'accompagner toute ta vie. Oui, une fois que l'enfant naît, il y a aussi des examens, on peut aussi établir ou bien détecter certaines malformations avant les 12 semaines de grossesse. On peut le faire, mais il y en a qu'on ne peut pas détecter. Ou alors, il y a des maladies qui viennent pendant l'accouchement. Il y a des malformations qui peuvent arriver pendant l'accouchement. L'enfant peut se blesser pendant l'accouchement ou bien même pendant la césarienne. L'enfant peut être blessé. Il y a pas mal de choses. L'enfant peut avaler des substances qui détruisent son cerveau. En fait, il y a pas mal même des choses qui peuvent aussi, pas mal d'accidents qui peuvent se passer pendant l'accouchement. Et pour moi, c'est des raisons de vraiment ne pas avoir d'enfant pour protéger cet enfant-là. Et lorsque tu vois dans ce monde, il y a tellement de criminels